Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. La réconciliation nationale, la vraie, passe par la vérité et la justice. C'est dans cette logique que s'inscrit la mise en place au Mali de la commission Vérité, Justice et Réconciliation, après donc les événements que le pays a connus en 2012. Vous vous rappelez cette rébellion au nord avec son cortège d'exactions et souvent d'inhumanité, et également ce coup d'État et cette tentative de contre-coup d'État avec son lot de victimes de part et d'autres. Comment documenter tout cela et permettre l'établissement de la vérité afin qu'il y ait justice? Ce sont quelques questions que nous allons poser ce soir à notre invité, Monsieur Ousmane Oumarou Sidibé. Il est le président de la commission Vérité, Justice et Réconciliation. La CVJR promise en 2013, créée en 2014 et opérationnelle seulement il y a 3 ans. Monsieur Sidibé, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Tangara. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes un homme du sérail pour avoir auparavant occupé de hautes fonctions dans l'administration malienne. Aujourd'hui, est-ce que la présidence de la CVJR est un peu différente de tous ces autres postes que vous avez eu à remplir bien avant? Ok, merci Monsieur Tangara, merci Africable. Je salue tous les téléspectateurs et les téléspectatrices. Effectivement, c'est des fonctions différentes. Les fonctions précédentes, c'était des fonctions gouvernementales, des fonctions dans la haute administration, ou avec des objectifs fixés par le gouvernement, dans le cadre du travail gouvernemental, une évaluation gouvernementale avec des moyens à l'intérieur du cadre gouvernemental. Aujourd'hui, la Commission Vérité, Justice et Réconciliation, c'est une structure indépendante par définition. Le texte de création interdit toute instruction de la part de quelque autorité que ce soit. Nous sommes composés de différents segments de notre société. Il y a les représentants des mouvements signataires, les représentants des organisations de défense des droits de l'homme, des organisations de femmes, des jeunes, des organisations religieuses, même des organisations. L'opposition et la majorité y sont représentés. Donc, de par sa composition même, la CVJR est différente d'un poste de travail à l'intérieur du gouvernement. Donc, ça implique d'autres défis, notamment pour le président. Il faut faire des arbitrages à tout moment pour pouvoir concilier les points de vue. Ah bon, il y a des arbitrages à faire, à quel niveau? Bon, je crois que dans toutes nos décisions que nous prenons au sein de notre plénière, dans notre travail, dans nos stratégies, dans les choix des dossiers sur lesquels nous travaillons, les cas emblématiques, tout ça, il y a différents points de vue. Donc, il faudrait qu'on arrive à trouver un consensus à chaque fois. Donc, je crois que ça, c'est la spécificité vraiment de la commission par rapport à un poste gouvernemental où vous avez des subordonnés, des salariés avec des moyens. On travaille dans un cadre beaucoup plus simple où il y a sans interférence d'autres acteurs non gouvernementaux. Ok, on sait également que la commission est beaucoup liée, il y a des links entre la commission et l'accord pour la paix et la réconciliation, c'est l'une des recommandations. Et vous, on sait également que vous êtes passé par le bureau du représentant du chef de l'État. Est-ce que votre connaissance du dossier de l'accord pour la paix et la réconciliation est un atout pour cette responsabilité aujourd'hui? Oui, tout à fait. J'ai eu la chance de suivre la préparation des négociations, les négociations elles-mêmes auprès du Premier ministre Modibo Keïta. Et donc, à cette occasion, effectivement, j'ai pu avoir accès à tous les documents de négociation, participer aux discussions, j'ai pu rencontrer et connaître les différents acteurs nationaux, internationaux. Et je crois que j'ai pu mesurer les enjeux. C'est certain que c'est un plus par rapport pour l'exercice des fonctions de président de la commission Vérité,
justice et réconciliation. Mais pour les téléspectateurs, c'est quoi l'origine, la genèse de la création de cette commission Vérité, Justice et Réconciliation, déjà au niveau même des pourparlers? Est-ce que c'est l'une des parties ou ce sont toutes les parties qui ont demandé, qui ont exprimé le besoin, la nécessité de mettre en place une telle commission? Bon, vous vous souvenez qu'avant la commission Vérité, il y avait la commission Dialogue et Réconciliation qui avait été prévue, je crois, par les accords de Ouagadougou. Bon, elle a été fermée pour mettre à sa place la commission Vérité, Justice et Réconciliation, précisément parce que on voulait mettre l'accent davantage sur les questions de justice, les questions d'enquête, les questions de vérité, plus que sur la question de dialogue. Et donc sur ce terrain-là, je crois que tous les pays qui ont connu un passé troublé, nous avons quand même connu 4 rébellions, 3 coups d'État, qui tous se sont accompagnés par des violations graves des droits de l'homme dans un contexte comme ça pour reconstruire le vivre ensemble, aller vers un futur apaisé. Il est devenu de coutume aujourd'hui de mettre en place ce type de commission. Okay. Et je crois que ça a fait l'unanimité au niveau de négociations. D'accord. On le disait à l'entame de l'émission, ça a été promis en 2013, créé en janvier 2014. Mais Monsieur le Président, la CVJR n'est opérationnelle que depuis 3 ans. Il y a vraiment du retard finalement. Oui, c'est vrai. La mise en place de la CVJR a souffert de retard dans la mise en œuvre des différents instruments de l'accord de paix. Et à la mise en œuvre elle-même, vous vous souvenez que nous, on a été mis en place, moi j'ai été nommé en septembre 2015, les 15 premiers commissaires le premier trimestre 2015, et même les 10 derniers pratiquement vers mai-juin 2016. Donc, et au-delà du retard dans la mise en œuvre effective de la commission, il faut noter quand même que la commission, son implantation, son travail a souffert et souffre toujours du contexte d'insécurité dans lequel nous travaillons. C'est seulement il y a 6 mois que nous avons pu mettre en place un bureau à Menaka et c'est en décembre que nous avons pu mettre en place notre antenne à Kidal pour les raisons que vous connaissez. Mais ça c'est paradoxal puisque les localités citées sont comme le berceau souvent des rébellions. On aurait peut-être dû ou pu commencer là, non? Oui, c'est exact, mais il faut quand même rappeler que d'abord je dois remercier les populations de Kidal, les femmes, les jeunes, les groupes armés signataires pour l'accueil qu'ils nous ont réservé à la CVJR, les autorités religieuses, coutumières. Et dès que notre bureau a été ouvert, ça allait à très grande vitesse, mais nous ne pouvions pas, nous étions toujours attendus à Kidal, mais nous-mêmes ne pouvions pas mettre en place notre commission lorsque l'État était totalement absent. Donc il a fallu attendre quand même qu'un gouverneur soit nommé donc, pour commencer les démarches. Donc c'est ce qui justifie un peu le retard dans la mise en place de notre commission. Okay. Donc si on doit récapituler aujourd'hui, la CVJR existe partout, le besoin avait été exprimé, il n'y a plus d'exception, elle est présente opérationnelle partout. Elle est opérationnelle partout, nous avons des bureaux régionaux partout. Maintenant, nous avons des antennes qui couvrent plusieurs régions. C'est le cas de l'antenne de Bamako qui couvre Bamako, les régions de Kaï et de Koulikoro. L'antenne de Ségou qui couvre également la région de Sikasso, l'antenne de Tombouctou qui couvre aussi les régions de Tombouctou et de Taoudeni, l'antenne de Gao qui couvre les régions de Gao, et nous venons d'ouvrir un bureau quand même, un point fixe à Menaka, et l'antenne de Mopti qui couvre la région de Mopti, et le seul est Kidal qui couvre la région de Kidal. Nous sommes partout en République du Mali. Ok. Si on essaie de jeter un regard sur l'acronyme CVJR, Commission Vérité, Justice et Réconciliation, quel contenu mettez-vous dans les termes vérité, justice et réconciliation? Est-ce que c'est le sens classique qu'on retrouve dans le dictionnaire ou vous avez votre perception, votre définition de ces mots vérité, justice et réconciliation? Oui, c'est une bonne question, M. Tangara. Pour nous, la vérité, c'est celle qu'attendent les victimes. La vérité, c'est
établir ce qui s'est passé comme violation des droits de l'homme de 1960 à nos jours, à l'occasion de ces différents conflits que nous avons notés tout à l'heure. Cela passe par plusieurs mécanismes. Nous avons d'abord les dépositions des victimes au niveau de nos antennes, qu'elles viennent raconter dans des formulaires les violations qu'elles ont subies, leurs attentes. Nous avons établi une cartographie des violations des droits de l'homme de 1960 à aujourd'hui. Cette cartographie qui a été établie à partir de 359 sources, qui sont des sources vraiment pertinentes, qui nous donnent une idée de l'ampleur des violations sur le territoire de 1960 à aujourd'hui, qui décrit la nature vraiment de ces violations. Ça, c'est un premier. Un deuxième élément qui nous donne une vue globale des violations. Et à partir de cette cartographie, nous allons commencer bientôt les enquêtes à partir maintenant de cas emblématiques que nous allons tirer de notre base de données, puisque les dépositions sont saisies dans les bases de données. Et ces enquêtes vont nous permettre de corroborer ou non ce qui se trouve non seulement dans les dépositions, mais également ce qui se trouve dans la cartographie. C'est tout ça qui va nous permettre d'établir la vérité sur ce qui s'est passé, de reconnaître les violations qui ont été subies par les victimes, de nous donner une idée assez exacte des causes profondes de ces conflits. Donc, c'est ça la vérité. Pour nous, il ne s'agit pas d'une vérité judiciaire. Justement, c'est ça l'intérêt de ce mot, rétablir la vérité, Monsieur le Président, mais ça nous renvoie à un vieux débat philosophique sur la vérité. Vous avez votre vérité, j'ai également ma vérité. Et les communautés de part et d'autre peuvent dire la même chose. Chaque communauté a sa vérité. De 1960 à nos jours, chacun a sa vérité. Dans ce cas, comment trancher? Comment faire quand tout le monde pense savoir être détenteur du monopole de la vérité? Non, mais c'est une excellente question. Vous avez parfaitement raison. Je crois que c'est ça le grand défi de la CVGR. Les commissaires viennent de différents horizons et représentent différentes couches de notre population. Chacun a sa vérité, mais pour autant, nous devons arriver à un compromis, à une vision harmonisée des différentes vérités. Ce n'est pas une vérité, mais nous devons accepter, chaque partie doit accepter aussi la vérité de l'autre. Donc le regard sur les événements n'est jamais le même, mais pour autant, on doit se mettre d'accord sur quelque chose commun, acceptable, qui va nous permettre d'aller vers la réconciliation. C'est ça l'enjeu vraiment de la commission. Ok, ça c'était le mot vérité. Et maintenant la justice. Est-ce que c'est la justice classique ou est-ce que c'est une autre forme de justice, transitionnelle ou autre? Quel contenu vous mettez dans le mot justice dans tout ça? Alors, pour la justice, lorsque nous avons été nommés, avant d'écrire une ligne, nous avons fait une mission sur l'ensemble du territoire, dans l'ensemble du pays, pour rencontrer les populations maliennes, rencontrer les victimes, pour avoir une même compréhension de notre mandat. Nous avons posé la question aux personnes que nous avons rencontrées, aux victimes, à partir de quand considérez-vous que justice vous a été rendue? On peut regrouper les réponses en 3 catégories de victimes. Il y a une première catégorie qui nous disent, nous, si on fait des enquêtes, si on reconnaît le tort qui nous a été fait, si on reconnaît que nous avons subi des violations graves des droits de l'homme, si on établit les causes profondes de ce conflit-là, nous considérons que justice nous a été rendue. Un autre groupe de victimes nous disent, oui, ça c'est bien, mais nous voulons qu'on aille au-delà. Nous voulons que, en plus de reconnaître le tort qui nous a été causé, nous voulons des réparations, qu'elles soient symboliques, qu'elles soient matérielles, et je dois avouer que les attentes vont beaucoup vers les réparations matérielles. Et il y a un troisième groupe, ils ne sont pas, curieusement, ce ne sont pas les plus nombreux qui disent, nous attendons tout ça, mais nous voulons que les auteurs soient recherchés et traduits en justice. Il faut reconnaître qu'il y a une partie des victimes également qui demandent ça. Et c'est là que la justice pénale va prendre le relais. Nous, CVGR,
nous ne sommes pas chargés de rechercher les auteurs. Nous sommes chargés d'établir la vérité sur ce qui s'est passé, de faire une liste complète des victimes, de proposer des réparations. Lorsque nous le pouvons, dans les cas les plus emblématiques, nous sommes chargés de rechercher, situer les responsabilités institutionnelles, quel groupe a commis telle violation dans tel campement ou dans tel village. Donc voilà, la question de justice également, elle est plurielle. On n'a pas que, il y a plusieurs, on peut classer donc nos victimes dans ces trois catégories. Mais en tout cas, retenez que la CVJR ne cherche pas les auteurs pour les juges. D'accord. Je rappelle que vous suivez l'émission politique L'invité. Nous recevons M. Ousmane Oumarou Sidibé, président de la CVJR, la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. On revient vers vous. Oui. Par rapport à cette question, est-ce que l'État, le gouvernement, est sujet de droit s'il s'avère que l'État s'est rendu fautif ou complice d'exactions d'inhumanité? Dans ce cas, est-ce qu'il est sujet de droit? Est-ce qu'il peut être poursuivi, documenté comme tous les autres, Monsieur le Président? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en réalité, les auteurs présumés des violations peuvent être des membres des forces de l'ordre, des représentants d'un ou de personnes se réclamant de ces forces de l'ordre-là, peuvent être des membres des groupes armés constitués, qu'ils soient signataires ou non signataires de l'accord de paix, peuvent être également des milices ou des forces d'autodéfense. Et si c'est l'État, bien entendu, nous ne faisons pas une distinction entre les différentes catégories d'auteurs institutionnels. Parce que nous concentrons notre travail sur les victimes. Nous ne recherchons pas les auteurs individuels, mais lorsque nous pouvons, nous situons les responsabilités institutionnelles et ça peut, les auteurs présumés, ce sont ces trois catégories que je viens d'énumérer. D'accord. Monsieur le Président, on sait que d'autres pays sont passés par des exemples similaires. Il y a le cas du Rwanda, on a vu les Gachacha, il y a l'Afrique du Sud, il y a même la Colombie. Est-ce que ces pays-là sont aujourd'hui des sources d'inspiration pour vous? En fait, chaque pays est un cas. Il n'y a pas un cas qui vaut plus qu'un autre. Le cas de l'Afrique du Sud voulait sortir de l'apartheid tout en gardant leur cohésion sociale, tout en allant vers une réconciliation. Ils ont trouvé un modèle, une formule, l'aveu contre le pardon, si je peux dire sommairement. Ça, ce côté positif, c'est aussi critiqué. Le Rwanda, c'était un génocide massif de plus de 800 000 personnes. Donc, ils voulaient juger tout le monde. Ils ne pouvaient pas tous juger tout le monde selon les mêmes standards. On a créé un tribunal pénal pour le Rwanda où les commanditaires ont été jugés. Les autres, j'ose appeler sous-traitants, les petites mains, ont été jugés par des tribunaux populaires traditionnels qu'ils appelaient Gachacha. Le cas de Mali est différent. Le Mali, notre conflit remonte à 1963, qui était une rébellion localisée dans la région de Kidal. Après, il y a eu d'autres rébellions dont les acteurs sont parfois issus de cette rébellion-là, ou en tout cas leurs enfants. Il y a eu des coups d'État militaires qui ont aussi fait leur lot de violations de droits de l'homme. Vous vous souvenez le charnier de Kati, le coup d'État de 2012. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a le conflit dans le sillage de la crise de 2012, il y a des conflits intercommunautaires au centre, la région de Menaka. Donc, nous, notre cas est différent. Ce que nous cherchons à faire, c'est d'abord
de recevoir les dépositions de toutes les victimes. Quels que soient les auteurs de ces violations, nous recevons les dépositions de victimes. Nous essayons d'enquêter sur ce qui s'est passé. Nous allons proposer des réparations à toutes ces victimes. Nous essayons de comprendre les causes profondes, que ce soit les rébellions ou les conflits intercommunautaires. Et nous allons faire des propositions pour la non-répétition du conflit, incluant une réconciliation nationale, notamment une réconciliation entre l'État et les communautés, parce qu'il faut dire quand même qu'il y a une crise de confiance qui est née entre l'État et certaines communautés. Donc notre cas est plus complexe et spécifique par rapport à ces différents cas, et les moyens, les instruments que nous mettons en œuvre pour y faire face sont adaptés à notre situation. Ok, mais certains observateurs, Monsieur le Président, pensent que il n'aurait peut-être pas fallu voir à grand en remontant les violences jusqu'à l'indépendance en 1960. Ils pensent qu'il fallait peut-être circonscrire le champ des violences à l'année 2012, de 2012 à nos jours. Finalement, est-ce que la Commission ne se disperse pas en voulant chercher à établir la vérité sur des violences commises depuis l'indépendance? Est-ce que vous ne vous dispersez pas, puisque de 1960 à aujourd'hui, il s'est passé tellement de choses au Mali? Oui. Non, c'est vrai, le mandat de la CVJR est un mandat temporel très large, qui va de 1960 à nos jours. Mais ceci s'explique par le fait que, comme vous-même vous l'avez indiqué, l'opérationnalisation de la commission est prévue par l'accord de paix. Et certains acteurs de l'accord de paix ont une filiation avec la crise de 1963. Et donc, beaucoup d'observateurs, même neutres, considèrent que on ne peut pas traiter la crise de 91, la crise de 2012 sans remonter à 1963, parce que ces crises tirent leurs racines en partie de la crise de 63. C'est vrai que dans les dépositions qui nous parviennent, la grande majorité des dépositions, c'est la crise de 2012. Parce qu'elle a eu un caractère massif de violation et malheureusement ça se prolonge aujourd'hui. Mais pour autant, dans l'étude des causes profondes, l'entretien que nous avons avec les grands témoins de ces crises-là, nous remontons à 1963 pour avoir un fil conducteur, pour essayer d'avoir une vue globale vraiment de la crise malienne, donc qui a quand même aussi un caractère un peu systémique. Donc c'est vrai ce que vous dites, mais pour une non-répétition du conflit, il est bon d'avoir une lecture globale de ce qui s'est passé dans notre pays depuis 1960. Justement, lecture globale, c'est vrai que par rapport à la crise du Nord, on peut parler de 63, mais bien avant, sur le plan politique, on le dit, hein, l'histoire politique du Mali est quelque part écrite avec du sang. Certains pensent que déjà avec les événements de 62 qui ont conduit à la mort de Amadou Diko, de Fuli Dabo, pour la réconciliation de la famille politique, pour les funérailles nationales pour le premier président Modibo Keïta, qu'il faille établir également la vérité sur ces questions-là. Est-ce qu'elles reviennent souvent sur la table de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation? Ah oui, tout à fait. Donc je crois que les crises politiques que nous avons connues font partie intégrante de notre mandat. Nous avons des dépositions qui concernent toutes ces périodes-là. Nous n'avons pas encore terminé. Mais c'est des questions délicates, c'est des questions délicates. Notre travail, il ne s'agit pas de remuer le couteau dans la plaie, mais pour arriver à une véritable réconciliation. Vous avez dit quelle compréhension on a des mots vérité, justice et réconciliation. La réconciliation que nous visons est une réconciliation durable. C'est celle qui est attendue à l'issue de nos travaux. Et cette réconciliation passe par la vérité sur tout ce qui s'est passé dans notre pays, y compris les crises politiques. Donc, dire la vérité sur tout ce qui s'est passé, c'est indispensable. Et il faut le faire non pas en voulant en rester là, mais pour pouvoir ouvrir les cœurs, créer les conditions d'une véritable réconciliation. Lorsque la vérité sera dite,
que des véritables voies de réconciliation sont proposées, que la mémoire des victimes, de toutes les victimes, est partagée, la douleur des victimes est partagée par l'ensemble de la communauté nationale. Lorsque des mesures d'apaisement sont proposées, des lieux de mémoire sont proposés, des réparations symboliques, le tout n'est pas des réparations matérielles, sont proposées. Je crois que notre pays pourra cheminer en ce moment vers un avenir apaisé. Il ne sert à rien d'ignorer les grandes douleurs d'une partie de notre communauté nationale et penser à aller vers une paix durable, vers une réconciliation durable. Donc je crois que c'est indispensable. Le Mali, c'est une terre de pardon. Les Maliens sont prêts à pardonner, mais encore faudrait-il dire la vérité sur ce qui s'est passé. Et tous les mécanismes que nous mettons en œuvre convergent vers cela, vers la vérité, révéler la vérité sur ce qui s'est passé, vers proposer des voies de réparation, proposer une politique de mémoire, des lieux de mémoire, des moments de mémoire, pour enfin permettre à notre pays d'aller vers une véritable réconciliation. Est-ce qu'il y a un début de documentation par rapport à Oui, ça? nous avons déjà beaucoup travaillé. Les 11 000 dépositions que nous avons révèlent, chaque déposition est un récit de ce qui s'est passé. Nous avons une cartographie des violations des droits de l'homme qui a été faite à partir de 359 sources pertinentes, c'est-à-dire des rapports des organisations de défense des droits de l'homme, Amnesty International, la FIDH, l'AMDH et d'autres 359. C'est à partir de ça qu'avec une équipe de chercheurs indépendants de l'Université Laval, nous avons fait ce travail-là qui nous permet d'avoir une vue globale. Maintenant, à partir de ça, nous allons prendre des cas emblématiques. On ne peut pas enquêter sur les 11 000 cas. Nous allons prendre des cas emblématiques qui sont représentatifs des différents types de violations, des différentes catégories de victimes, des différentes zones géographiques, des différents types d'auteurs présumés, pour pouvoir faire des corroborations. C'est à partir de là, ça va nous permettre d'avoir une vue assez réaliste de ce qui s'est passé. Pour que notre travail ne souffre pas de critiques, de parti pris ou de subjectivité. Vous voulez faire allusion à quoi quand vous parlez de cas emblématiques? Les cas emblématiques, ce sont des cas soit qui ont... il y a plusieurs critères. Soit par le nombre de personnes qui sont concernées. Par exemple, un massacre dans un village ou dans un camp qui concerne des dizaines de personnes, il y en a eu. Soit par sa sensibilité, la manière dont ça a frappé l'opinion nationale, par exemple le cas d'Aguelo. Donc, par la nature même des victimes, parfois ça concernait des femmes, des enfants. Donc c'est à partir de ça que nous choisissons des cas emblématiques qui résumeront, qui résument l'ensemble des situations de victimisation. C'est ça que nous appellerons des cas emblématiques. Et nous sommes en train de travailler vraiment sur ça. C'est un des exemples des situations sur lesquelles nous discutons beaucoup. Et il faut que la commission, l'ensemble des 25 commissaires, nous arrivons à trouver un compromis. Ok. Est-ce que, pour rester toujours autour de ces cas emblématiques, est-ce que les événements de Koulongo-Peul, qui ont fait à peu près 37 morts, peuvent faire partie de ces cas emblématiques? On le rappelle, il n'y avait pas... la situation dans le centre du Mali ne s'était pas empirée lorsqu'on mettait en place la commission vérité et lorsqu'on signait l'accord pour la paix et la réconciliation. C'est des événements qui sont venus après la mise en place de l'institution. Est-ce que de telles situations entrent dans la ligne de mire de la commission vérité, justice et réconciliation, le centre du Mali? Mais bien sûr, moi j'ai eu l'opportunité d'accompagner le chef de l'État dans cette localité. C'est typiquement le cas, effectivement, qui rassemble les éléments, les critères que nous avons définis pour les cas emblématiques, avec d'autres cas, bien entendu. Donc, le cas du centre que vous avez
c'est un cas, une situation dramatique. Lorsque la commission avait été mise en place, on peut dire que cette situation du centre n'existait pas. Mais pour autant, le centre fait partie du mandat de la CVGR. Notre mandat, c'est tous les cas de violation des droits de l'homme, graves de violation de l'homme, que ce soit du fait des représentants d'une force étatique, d'un groupe armé ou de personnes se réclamant de l'un ou de l'autre. Donc le cas du centre, bien sûr, ça fait partie. Et je crois que l'année 2019, nous allons concentrer beaucoup d'efforts par rapport à la situation du centre. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, avant le dépôt de notre rapport, avant de proposer une politique de réparation, nous faisons face au niveau de nos antennes des situations que nous appelons les besoins d'accompagnement urgent, médical et psychologique. Typiquement, ce qui se passe aujourd'hui au centre démontre un besoin d'accompagnement psychologique. Et ça va être même un des problèmes émergents de notre pays. C'est un des aspects sur lesquels nous allons faire des recommandations. Parce que le pays ne dispose pas d'infrastructures pour faire face à l'accompagnement psychologique. Et pour autant, je peux vous dire que ce n'est pas d'une mode. C'est un véritable besoin aujourd'hui dans notre pays. D'accord. Et les réfugiés, la situation des réfugiés dans tout cela? Les réfugiés font partie intégrante de notre mandat. Dès notre mise en place, nous avons fait le tour dans tous les camps de réfugiés en Mauritanie, au Burkina et au Niger. Une partie des réfugiés sont des victimes au sens de notre règlement intérieur, c'est-à-dire des personnes qui ont subi des violations telles que les meurtres, les exécutions arbitraires, les arrestations, détentions arbitraires, les pillages de biens, etc. Tout ça. Tous les réfugiés ou tous les déplacés qui ont subi de telles violations doivent faire des dépositions chez nous. Il y a une équipe de commissaires de la CVGR qui revient de Mbera, Mauritanie, pour préparer les conditions de l'envoi d'une équipe de preneurs de déposition. La situation dans les camps de réfugiés n'est pas simple. C'est un territoire étranger, sous une juridiction étrangère, avec aussi l'intervention du HCR. Donc, mais nous y travaillons, nous pensons pouvoir vraiment prendre les dépositions dans les camps de réfugiés. Okay. Ouais. Il y a d'autres événements, d'autres cas emblématiques, des événements qui ont heurté la conscience au Mali. On a parlé du coup d'État de 2012 et de la tentative de contre-coup d'État. Mais la question qu'on aimerait poser, c'est comment est-ce que la CVGR peut essayer d'établir la vérité sur cette situation, alors qu'au même moment, la justice classique est en train d'être opérationnelle. Comment établir la vérité alors que de l'autre côté, la justice classique est mise en branle? Bon, en fait, le moment de la CVGR est différent du moment de la justice classique. Il y a un pôle judiciaire antiterroriste qui enquête, qui doit juger les auteurs de ces crimes-là intervenus dans le cadre du conflit. Les exigences de preuve pour une justice pénale sont très élevées. Nous recherchons d'abord, tout notre travail d'enquête est orienté vers le besoin des victimes. Donc il y a des victimes qui souffrent, qui ont besoin. Nous n'avons pas les mêmes standards de preuve pour établir qu'une personne a été victime d'une violation, que la justice pénale, ces standards pour établir que quelqu'un est auteur pour pouvoir condamner une personne. Donc ce que les deux systèmes peuvent marcher en parallèle. Nous pouvons enquêter pour établir qu'il y a eu violation des droits de l'homme dans tel endroit, et établir une liste des victimes sans chercher à connaître les auteurs. C'est ça la différence entre notre mandat et celui de la justice pénale qui recherche les auteurs. Et il est beaucoup plus difficile d'établir la responsabilité des auteurs, même de les connaître et de pouvoir les confondre, que nous, notre travail d'établir que est-ce que telle personne ou telle autre sont des victimes et qu'est-ce qui s'est passé. Okay. Voilà. Justement, parlant de victimes, à ce jour, on parle de près de 11 000 dépositions faites par des victimes.
Est-ce qu'on peut savoir qui sont ces victimes-là? Qui est-ce qu'elles accusent et de quoi aurait-elle été victime, Monsieur le Président? Alors, pour le moment, je peux dire qu'il y a quand même... toutes nos dépositions sont entourées d'une grande confidentialité. La confidentialité, notre base de données, il n'y a qu'une personne qui a accès à notre base de données. Même les autres commissaires, ils font leurs demandes, les informations qu'ils voudraient avoir, et c'est cette personne qui, sur mon autorisation, peut leur offrir ces informations. Et toute information concernant un auteur n'est pas divulguée. Et ce n'est même pas le cœur de notre travail. Mais ce que je peux dire, globalement, c'est que quand une personne fait une déposition, elle décrit la violation qu'elle a subie. Lorsqu'elle connaît l'auteur ou qu'elle peut en faire une description, elle le fait. Mais ça, ce n'est qu'une allégation. Et je vous dis, nous ne poussons pas plus que ça pour chercher les auteurs eux-mêmes. Mais du point de vue des personnes, lorsque nous le pouvons, nous cherchons les responsabilités institutionnelles. Et de ce point de vue, chacun sait qu'aujourd'hui, les allégations concernent tous les hommes en armes sur le terrain, dépendant de la période. En 1963, c'était davantage peut-être les fautes de l'ordre qui étaient contre lesquelles il y avait des allégations, peut-être de violation des droits de l'homme. En 91, c'est aussi les groupes armés. Ça dépend. Si vous allez dans un village sédentaire où un groupe armé intervient, c'est peut-être eux, les allégations vont porter sur lui, sur ce groupe-là. Si vous allez dans un campement ou dans une autre zone où c'est les forces armées qui interviennent, les allégations vont porter sur elles. Pour le moment, tout ça reste au niveau des allégations. Maintenant, les types de violences, ce sont des violences telles que les meurtres et l'exécution arbitraire, il y en a eu beaucoup, malheureusement de plus en plus. Les arrestations et détentions arbitraires, il y a eu beaucoup aussi d'enlèvements et séquestrations, énormément de pillages, de vols et destruction de biens, et de biens privés et publics. Il y a eu aussi des disparitions forcées. Il y a des personnes qui sont dans des fosses communes, donc qu'il faut retrouver. Donc il y a des tortures ou autres traitements cruels, inhumains et dégradants. Et il y a eu également beaucoup de violences sur les femmes, notamment pendant l'occupation, il y a eu des viols et d'autres violences sexuelles à l'égard de l'homme. Donc c'est toute cette panoplie de violations de droits de l'homme qu'on retrouve dans les dépositions. Mais notre travail continue, les dépositions continuent. Donc au moment où nous allons sortir notre rapport, nous donnerons un tableau assez précis, assez détaillé, après les enquêtes d'usage, après les corroborations, après le croisement entre notre base de données et la cartographie que nous avons réalisée. Donc nous allons pouvoir faire tout ça. Mais encore une fois, notre travail, la seule chose que je voudrais dire, il y a une confidentialité autour de notre travail, et notre travail ne vise pas directement à chercher les auteurs, mais à situer des responsables institutionnels et surtout vise à établir la victimisation des personnes qui ont été déposées pour qu'elles fassent l'objet d'une réparation en attendant que la justice puisse faire son travail quant aux auteurs eux-mêmes. D'accord. Votre travail continue. Je crois savoir que l'une des prochaines étapes, c'est un peu les audiences publiques. Comment est-ce qu'elles vont se dérouler, ces audiences publiques-là? Elles consistent en quoi? Alors, les audiences publiques sont un moment vraiment important de notre travail. Parce que les audiences publiques sont le moment où, d'abord, je dois dire qu'il ne s'agit pas d'audience judiciaire. Ce sont des cas emblématiques que nous allons choisir, où nous allons faire représenter toutes les catégories de victimes. Il y aura toutes les catégories aussi d'auteurs institutionnels, et de manière à ce que nous ne soyons pas accusés de subjectivité ou de prise de position par tout le monde sur la représenter là-dedans. Et ce cas, c'est le moment pour permettre aux victimes, à travers des cas emblématiques sur lesquels nous avons réalisé des enquêtes, où il y a eu toutes les corroborations, pour que les victimes viennent raconter leur récit. C'est un moment, ces audiences publiques visent véritablement
ont un objectif d'abord pédagogique, ont un objectif aussi de réconciliation, parce qu'il ne s'agit pas, il faut d'abord que les Maliens prennent Donc conscience. ce n'est pas un prétoire, on ne peut pas parler du principe du contradictoire. On peut parler du principe du contradictoire, mais puisqu'il ne s'agit pas, l'objectif n'est pas de faire une confrontation en tout cas, l'objectif est clairement de permettre aux Maliens de connaître ce qui s'est passé. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on en parle, la place est mais je crois que les Maliens ne prennent pas conscience de l'ampleur des violations des droits de l'homme qui ont eu lieu dans le pays depuis 2012 et même avant. Il y a des fosses communes dans le pays. Il y a eu des femmes qui ont été victimes de graves violations. Il est nécessaire pour que, dans un souci de non-répétition, dans un souci de partager la douleur des victimes par les autres Maliens, c'est un souci d'apaisement, de réparation aussi, de catharsis, de soulagement des victimes. C'est important que les Maliens reconnaissent, qu'on mette sur la place publique ce qui s'est passé. Mais qu'on n'en reste pas là. Pour pouvoir dépasser, dire ce qui s'est passé pour pouvoir dépasser, pour pouvoir aller plus vers une réconciliation. C'est ça. L'idée n'est pas de faire une fixation sur ce qui s'est passé, d'en rester là. L'idée est de faire connaître par exemple, ce type de violations qui se sont passées, de permettre aux victimes de s'exprimer. Les auteurs qui le souhaitent, nous n'avons pas pouvoir de faire comparaître des auteurs qui ne souhaitent pas le faire. Mais s'il y en a qui souhaitent faire un aveu, ou des victimes qui veulent offrir leur pardon immédiatement au cours de cette audience, tout ça est bienvenu, mais ni l'aveu, ni le pardon ne seront exigés ou forcés ou même suggérés par notre commission. Mais c'est un moment quand même important et qui peut permettre au pays de dépasser ce qui nous est arrivé, d'aller vers un avenir plus apaisé, après avoir reconnu les traumatismes de ce qui s'est passé. Parce qu'imaginez-vous ces milliers de victimes aujourd'hui, s'il n'y a pas une reconnaissance publique de ce qui s'est passé, elles ont le sentiment qu'elles ont subi ces violations, mais personne ne le reconnaît. Tout à fait. Donc c'est ça aussi l'objet de ces audiences publiques. Oui, c'est important ce que vous dites. On peut le témoigner hein, à travers nos nombreuses interviews, que ce soit ici ou à l'intérieur du pays. On a rencontré des Maliens qui ne demandent que l'autre partie reconnaisse tout simplement le tort, les exactions commises, un petit aveu pour qu'on passe l'éponge et continuer sur autre chose. Mais Monsieur le Président, en termes de timing, quand est-ce que ces audiences publiques pourraient commencer à se tenir? Au cours de l'année 2019 en tout cas, ça demande beaucoup de travail, ça demande une grande organisation, ça demande le soutien vraiment de la presse, notamment des télévisions. On voudrait pouvoir le faire avec la en direct, on vous accorde déjà le soutien d'Africable Télévision, tout ce qui peut entrer dans le cadre de la réconciliation. D'office, vous avez le soutien d'Africable Télévision. La CVGR vous remercie beaucoup, Africable. Donc, lorsqu'on sera à une étape suffisante de préparation, donc toute la presse sera vraiment informée et vous serez associés. Vous serez largement associés à ce travail. L'ensemble de nos populations seront associées. D'accord. Le lieu, ce sera Bamako? Bon, ce sera Bamako. On aurait voulu pouvoir le faire aussi dans les régions, mais les conditions d'organisation, de sécurité, après discussion au niveau des 25 commissaires, nous avons conclu qu'il n'était pas possible aujourd'hui d'organiser les audiences publiques à l'intérieur du pays. Mais on le fera ici. On va amener les victimes à Bamako, on va les transporter, on va les héberger avec le soutien de nos partenaires que je voudrais saluer ici, la MINUSMA, la GIZ, Avocats sans frontières Canada, le ONU Femmes, l'UNICEF, de tous ces partenaires, je m'excuse si j'en ai oublié, vont nous accompagner, et bien sûr le gouvernement qui quand même prend en charge vraiment le gros de nos activités
et que nous remercions beaucoup, donc vont nous permettre d'organiser ça dans des conditions vraiment dignes, ici à Bamako, dans un endroit public que nous allons pouvoir identifier. Notre commission d'organisation est à pied d'œuvre pour ça. Okay. On s'achemine vers la fin de l'entretien, Monsieur le Président. On sait que la forme des réparations de leur nature seront proposées par la CVJR au gouvernement. Est-ce qu'on peut avoir une esquisse un peu de ces recommandations-là sur les réparations? Alors, nous n'avons pas fini avec la politique de réparation, mais déjà, ça fait 1 an que nous travaillons là-dessus. C'est une politique qui sera inclusive. Nous avons organisé des consultations avec les victimes dans toutes les régions. Les dernières consultations viennent d'avoir lieu à Kidal et à Menaka, avec l'ensemble des victimes. Donc, pour voir quelles sont leurs attentes. Donc, cette politique de réparation va comporter des éléments de réparation de type symbolique, de type mémoriel, l'édification de lieux publics, la commémoration de journées de pardon ou de journées de réconciliation. C'est un ensemble c'est un aspect des réparations. Et l'autre, c'est les réparations matérielles, qui seront aussi financières, mais qui ne vont pas compenser le préjudice, mais qui sont aussi symboliques, qui tiendront compte des possibilités de l'État et de nos partenaires. Mais je dois déjà dire que les réparations donc, ne sont jamais, même financières, elles ne sont pas des dépenses superflues, parce qu'elles vont contribuer à soulager, elles s'adressent, seront à une population déjà démunie, donc elles vont contribuer aussi à booster une économie locale. Donc tout ça, nous le ferons avec les services de l'État, pour proposer quelque chose de tenable, de réaliste pour le pays et aussi pour nos partenaires qui nous accompagnent. D'accord, un dernier mot à l'endroit des Maliens qui vous regardent ce soir sur la chaîne du continent. Alors, à l'endroit des Maliens, d'abord des victimes, je voudrais dire, nous comprenons leur impatience. Il y a des victimes depuis 63, 91, 2012. J'ai rencontré des personnes qui ont perdu leur troupeau depuis 90, qui font beaucoup d'espoir sur nous. Il y a des personnes qui ont perdu leurs biens, il y a des personnes qui ont perdu leurs proches. Mais le processus de justice et de réconciliation, c'est un processus qui passe dans tous les pays par des étapes. Même des grands pays comme l'Allemagne, où nous avons eu l'occasion de faire une visite, un voyage d'études, ils en sont encore à faire les réparations, à travailler sur la réconciliation après l'Holocauste. Donc c'est des processus longs, nous faisons notre maximum, nous travaillons de jour et de nuit, nous sommes dédiés, engagés pour ça, mais nous demandons la patience et le soutien des populations maliennes, des citoyens maliens. Le travail que nous faisons, c'est un travail qui concerne l'ensemble de notre population. Toutes les communautés sont représentées. La majorité et l'opposition sont représentées au sein de notre commission, à travers des commissaires. Parce que c'est un travail que nous faisons, les résultats, la mise en œuvre va prendre, c'est pour les générations futures, c'est pour les prochains gouvernements, la mise en œuvre de tout ça. Donc, ce que nous demandons, c'est la confiance des Maliens pour nous permettre de faire aboutir notre travail pour une véritable réconciliation et une reconstruction citoyenne de notre pays. Merci. Monsieur le Président, je rappelle qu'Ousmane Oumarou Sidibé est le premier responsable de la CVJR, la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Merci d'avoir suivi ce numéro de politique. À dimanche prochain sur Africa Télévision.